Namasté à vous, chers amis spirituels de Aksharam International TV. Je suis heureux de me retrouver encore avec vous dans une nouvelle capsule. Capsule que j'intitule tout simplement Comment vivre pleinement son incarnation. Comment peut-on vivre pleinement son incarnation? C'est vrai que nous nous sommes retrouvés sur cette terre et tout le monde veut être heureux, oubliant que le bonheur, si nous en avons la nostalgie, c'est justement parce que nous l'avons vécu une fois. Comment peut-on prétendre vivre quelque chose dont on n'a jamais une idée? Voilà. J'accompagne individuellement ou personnellement les gens à l'atteinte de leurs objectifs et dans le processus de ce coaching, dans le processus de cette conduite, nous en arrivons à quelque chose de formidable. Et toutes les fois que dans le processus, je conduis les gens à ce niveau-là, moi-même, je suis émerveillé et c'est tout simple. Ce que vous prétendez vivre, c'est que vous en êtes la source. Je reprends. Ce que vous prétendez vivre, c'est que vous en êtes la source. Et si vous en êtes la source, la meilleure stratégie serait de se contenter tout simplement d'en être la source et de commencer tout de suite par vivre cela. Ce que vous prétendez vivre, c'est que vous en êtes la source. Et si vous en êtes la source, la meilleure façon d'atteindre cet objectif-là, c'est de se confondre à la source et de laisser la source que vous êtes être tout simplement la totalité de l'objectif qui est déjà atteint. Bon, je suis sûr que vous n'allez pas comprendre grand-chose ou vous allez faire assez d'efforts avant de pouvoir comprendre parce que avant d'en arriver là, il y a des préalables qu'il faut élaguer. Nous ne sommes pas là pour le moment. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez et on pourra donc vous aider. Nous avons dit comment vivre pleinement son incarnation. Comment vivre pleinement son incarnation? Nous allons d'abord comprendre le concept de l'incarnation. Et quand nous allons comprendre le concept de l'incarnation, ce que ça veut dire être incarné, lorsque je vais nous accompagner à vivre pleinement ce que nous savons déjà, ce serait beaucoup plus facile. C'est vrai que pour la plupart, tous les chélas qui ont fait le cours sur le karma, la réincarnation et la liberté spirituelle au sein de l'Institut du Paramahansa comprennent parfaitement ce que ça veut dire incarner. Mais pour l'homme ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire s'incarner? S'incarner, ça veut dire tout simplement prendre corps dans une dimension donnée et généralement une dimension matérielle. Ce qui nous intéresse ici, c'est la dimension terrestre. Donc, lorsque je dis je me suis incarné sur la terre, vous voyez, je me suis incarné sur la terre, ça vous met déjà sur le chemin de l'expansion de la conscience parce que quand je dis je me suis incarné sur la terre, cela veut dire que le je n'est pas ce que vous voyez, mais le je est ce qui a pris forme. Donc, on parle de l'incarnation comme quelque chose qui a décidé de prendre corps. Lorsque l'esprit décide de prendre corps, on dit que l'esprit s'est incarné. Dans la dimension terrestre, on dira l'esprit a pris corps dans la dimension de la terre. L'incarnation, c'est le fait que quelque chose que vous êtes prenne corps dans la dimension matérielle, en l'occurrence ici dans la dimension terrestre. Cela balaie déjà c'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre jusqu'à quel point le fait de comprendre que je suis quelque chose et que j'ai décidé de prendre corps vous élève à un niveau extraordinaire d'éveil. Puisque juste là, vous vous êtes considéré comme un corps. Jusqu'au moment où ce que vous êtes véritablement, lorsque cette chose va abandonner le corps, les gens reconnaîtront
que le corps n'est que le corps. Vous voyez, dans le langage populaire, vous allez comprendre que lorsque quelqu'un décède, son corps a sa vraie appellation. Levée du corps, enterrement du corps, mais ce corps présent. Vous voyez, on oublie totalement la confusion que l'individu a faite, ou la confusion que nous avons faite de lui tout au long de son incarnation en l'identifiant au corps. On sait maintenant qu'il y a une partie de lui qui n'est plus dans le corps et que le corps doit être traité tel. Mais pendant que vous êtes encore dans le corps, pendant que vous êtes encore avec le corps, c'est la bonne expression parce que vous ne pouvez pas être dans le corps, l'esprit est avec le corps. Pendant que vous êtes encore avec le corps, on doit reconnaître la primauté de l'esprit sur le corps et de comprendre que c'est l'esprit qui permet de faire vie, l'esprit qui permet de donner vie au corps. C'est l'esprit qui fait vivre le corps. On parle donc de la dynamique de l'esprit dans et à travers le corps. C'est ça ce que nous appelons incarnation. Mais comment, lorsque on se retrouve dans cette dimension, nous pourrions vivre pleinement notre incarnation? Quand je dis pleinement notre incarnation, c'est comme si vous êtes le représentant de quelqu'un ou de quelque chose qu'on vous envoie dans une contrée donnée pour pouvoir faire certaines activités. Et arrivé là-bas, vous avez oublié qui vous êtes véritablement. Imaginez comment ça pourrait se passer. Vous ne vous souvenez plus que vous étiez le représentant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous ne vous êtes plus souvenu si vous étiez quelque chose avant de venir là et ce qui se passe devant vous vous a tellement berné, vous êtes tellement obnubilé par ce qui se passe devant vous que vous avez oublié totalement d'où vous êtes venu. Et c'est ce que nous jouons sur la terre. C'est ce que nous jouons sur la terre et tous les jeux de l'existence sont faits de telle sorte qu'on puisse oublier notre origine. Mais comment vivre pleinement notre incarnation dépend du fait que je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je comprends alors le rapport que je devrais avoir avec où je suis. La première partie de cette émission va s'intéresser fondamentalement à comment se comporter sur la terre pour pouvoir donc vivre pleinement son incarnation. Lorsque nous parlons de comment vivre pleinement son incarnation, cela me rappelle la tradition de chez nous, lorsque déjà l'enfant est dans le ventre de sa maman, je ne dirais pas l'enfant, lorsque le corps de l'enfant est en formation dans le ventre de sa maman, 3 mois après, lorsque on fait l'état des lieux et on constate que la dame a manqué ses menstrues, ça fait un certain moment, il y a ce qu'on appelle généralement la consultation de la grossesse. Chez nous, en langue, en locution, on dit khofa, la consultation de la grossesse. Et à cette consultation de la grossesse, naturellement, le Bokoro consulte pour savoir qui est en train de venir et quelle est la ligne sur laquelle il ou elle va venir favorablement. On appelle ça khofa, la consultation de la grossesse. Cela veut dire tout simplement que notre tradition reconnaît ce que nous appelons l'énergie d'incarnation. C'est là où je voulais en venir. L'énergie d'incarnation qui est en fait l'impulsion énergétique qui précède votre existence. Et cette impulsion énergétique qui est en fait ce que vient de la conspiration de votre esprit et de toutes les unités de conscience qui vont interagir avec cet esprit, avec l'esprit que vous êtes, envoie une information dans la terre pour dire « je suis en train de venir ». Et généralement, cette impulsion énergétique qui est envoyée dans la terre que nous appelons l'énergie d'incarnation trouve un répondant dans la perfection du noyau de la terre, comme quoi vous êtes parfaitement arrivé. Donc, la consultation de Khofa
permet alors de déterminer en rapport avec cette impulsion énergétique et la perfection que cela devrait avoir dans l'interaction avec la Terre, de déterminer quels sont les comportements ou les attitudes que l'on doit cultiver à l'enfant qui va naître pour que le but soit atteint. Mais tout est fait à perfection par la nature. Mais où est-ce que l'incohérence s'introduit? L'incohérence est introduite lorsque l'enfant qui est en train de venir, pour qui la nature a déjà préparé la perfection de sa vie, en fonction donc des défis, des challenges qu'il aura à rencontrer, du contexte dans lequel il va naître et du déroulement de toute son existence, la nature a déjà fabriqué tout ça. Non pas comme étant des outils de la souffrance, mais comme étant des outils d'atteinte à la perfection reconnue de lui et de la terre. Peut-être que le langage semble être un peu trop chose là, mais comprenez tout simplement que de nulle part où vous êtes, vous avez une correspondance de perfection en interaction avec la terre qui en fait détermine ce que vous êtes censé être et accomplir sur la terre. Nous l'appelons l'énergie d'incarnation. C'est pourquoi de plus en plus, des gens qui viennent vers nous en termes donc de consultation spirituelle de ci ou de ça, nous leur proposons de chercher la mission de leur incarnation. La mission d'incarnation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a fait être ici? Qu'est-ce qui m'a fait venir ici? Au-delà du fait que j'ai des besoins matériels à satisfaire, j'ai des envies matérielles à satisfaire, mais quel est le but premier du fait que je me suis retrouvé ici, étant entendu que ce n'est pas un hasard qui m'a propulsé dans cette dimension? La mission d'incarnation. La mission d'incarnation, c'est ce que vous devez être, faire ou avoir qui se retrouve être en accord avec votre énergie d'incarnation. Et cela va toujours de la perfection à la perfection. Alors, comment vivre pleinement son incarnation dépend de comment vous vous comportez sur la terre. L'exemple qui me vient en esprit tout de suite, c'est l'exemple de l'arbre. Le principe de l'arbre. Vous allez constater que si un arbre veut se développer et fleurir et donne abondamment de fruits, cela dépend de son enracinement dans la terre. De telle sorte que lorsque vous prenez les arbres centenaires, c'est au fur et à mesure des ans, ils s'enfoncent encore et encore dans la terre. Cela veut dire que plus vous avez la capacité de prendre de l'âge sur cette terre, mieux vous devez cultiver votre enracinement dans le sous-sol. C'est comme si s'élever dans le ciel, lorsque vous vous êtes incarné et que vous êtes sur la terre, s'élever dans le ciel dépend de la façon dont vous vous enfoncez dans la terre. Mais ça semble être paradoxal. Non, justement. Parce que les énergies nécessaires, quand je prends l'exemple de l'arbre, les énergies nécessaires qui permettront à l'arbre de se lever dans le ciel se retrouvent naturellement dans la terre. Et un principe, lorsqu'il est valable pour une unité de conscience, il l'est pour toutes les autres unités de conscience, ceci non seulement éternellement, mais infiniment. Un principe, lorsqu'il est valable pour une unité de conscience, est valable pour toutes les unités de conscience, non seulement éternellement, mais infiniment. Ce qui veut dire que nous pouvons récupérer le principe d'élévation et de la floraison de l'arbre pour nous élever et fleurir également en tant qu'être. Et lorsque vous regardez dans le processus des unités de conscience que sont les végétaux, les animaux et l'être humain, on pourrait dire que les végétaux sont dans un état de conscience inférieur. Quand on fait la classification des règnes, on dit que les règnes, les végétaux sont dans un état de conscience inférieur et que les animaux sont à un palier plus. Et que ce sont les êtres humains qui sont à un niveau de conscience supérieur par rapport donc
au règne que nous avons sur cette terre. Ok, c'est évident, mais il faudrait alors que nous faisions preuve, que nous fassions du moins preuve du fait que nous avons véritablement une conscience supérieure. Est-ce que la façon dont nous, les êtres humains, on se comporte sur cette terre aujourd'hui, nous donne le cachet d'être les consciences supérieures des différents règnes? On répondra en toute sincérité, non. Parce que justement, nous sommes les rares espèces qui ont conçu des stratégies de suivi sur la destruction de ce qui nous soutient. Nous sommes les rares espèces, se disant intelligents, qui, pour sa survie, détruit, je vais dire, le substratum qui le soutient. Nous détruisons la terre, nous détruisons les animaux, nous détruisons les végétaux et nous estimons que nous sommes intelligents. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est pour dire tout simplement que on pourrait dire, lorsque le Créateur a conçu les végétaux, en leur dotant de l'intelligence, leur permettant de puiser tout ce dont ils ont besoin dans la terre et de s'élever au plus loin qu'ils ne peuvent, il a constaté que, en fait, il leur manquait quelque chose. Le règne animal est né. Mais ce qui différencie, ce que l'on voulait ajouter, qui est le déplacement, parce que on pourrait dire que la plupart des végétaux ne bougent pas, même si ils bougent. Quand on va dans la conscience subatomique, je prends l'état grégaire de la matérialité que nous connaissons, on dira que on a voulu, en passant des végétaux aux animaux, introduire le mouvement, qui est fondamental à la vie. Parce que le mouvement est la vie est le mouvement. Et lorsque on peut arriver à se mouvoir en tant que matière, en tant que matérialité, on est alors déjà proche de ce que l'esprit pourrait être. C'est pourquoi, dans, disons, l'assimilation de votre être supérieur, lorsque vous déplacez votre conscience, ça c'est une parenthèse qui pourrait vous aider, lorsque vous avez la possibilité de déplacer votre conscience de la conscience du corps qui est disons, une représentation figée à la conscience de la respiration, par exemple, qui déjà introduit le mouvement de le corps, dans le corps, à la conscience du battement de votre cœur, vous êtes en train déjà de maîtriser le corps et d'aller à l'esprit. Donc, lorsque on part des végétaux aux animaux, le mouvement s'est introduit. Mais il reste quelque chose, c'est la conscience consciente de ce mouvement. Ce qui a été concédé à l'être humain, de pouvoir être conscient d'être en mouvement. C'est vrai qu'il y a certains animaux qui sont tellement intelligents qu'ils pourraient donc concurrencer même cette conscience avec les êtres humains. Mais ce à quoi je voudrais nous amener, c'est tout simplement de comprendre que pour vivre pleinement sur la terre, nous allons devoir conjuguer et l'attribut qui a été concédé aux végétaux dans un premier temps et notre intelligence qui s'est ajoutée. Comment cela va fonctionner? Les végétaux, inconsciemment, je pourrais dire, ou dans leur état de conscience non consciente, utilisent le principe selon lequel nous puisons ce dont nous avons besoin pour notre développement, pour notre floraison dans la terre. Les animaux ont la capacité du déplacement. Mais très peu d'entre eux sont conscients de ce développement. Nous allons récupérer alors le principe premier qui a été concédé, le principe qui, en premier, a été utilisé par les végétaux, complété à ce qui a été concédé aux animaux, pour ajouter maintenant ce qui nous a été donné, qui est notre intelligence à comprendre l'utilisation principielle de ces deux principes.
C'est comme si, étant ici, vous savez que vous êtes non seulement figé, le corps qui ne bouge pas, mais que vous êtes en mouvement et que ce mouvement vous introduit dans la dynamique du fait que vous puisez tout ce dont vous avez besoin dans le souterrain. Et le reste se fait naturellement. Lorsque vous comprenez que le corps qui est figé là pendant que je ne vais pas dire je suis assis, pendant que mon corps est assis là maintenant, que le corps est doté de mouvements qui s'opèrent en lui et que la conscience de ce mouvement peut être orientée dans le fait que je peux puiser infiniment dans la terre tout ce dont j'ai besoin pour mon élévation et ma floraison, je suis alors en train de vivre pleinement mon incarnation. Du point de vue pratique et technique, comment cela se passe? Je pourrais tout simplement vous dire que vous allez vous donner le devoir, par moment, de faire l'exercice que nous appelons généralement ancrage. Et lorsque on parle de ancrage, il s'agit tout simplement de reconnaître pleinement son incarnation sur Terre. Que cela soit à travers une technique de méditation, une technique de yoga, de ci ou de ça, c'est tout simplement reconnaître pleinement que vous êtes en incarnation sur Terre. La technique la plus simple et la plus facile à utiliser, c'est justement de se servir de l'arbre. Et lorsque vous êtes assis comme ça, vous pouvez déjà constater qu'il y a de la dynamique dans le corps, il y a du mouvement énergétique dans le corps après la prise de conscience du corps justement, et que cette dynamique énergétique qui est dans le corps est en contact avec la terre. Je dis souvent aux gens, quand je suis en train d'exercer à la méditation, que la meilleure façon de réussir la méditation, non seulement de se ressentir ce qui est souvent difficile aux gens, mais c'est de sentir son contact avec la terre. Parce que à partir du moment où vous ressentez votre contact avec la terre, vous êtes naturellement au lieu où vous êtes. Un corps dans lequel il n'y a plus de vie ne peut pas se ressentir être en contact avec la terre. Donc, le fait de se ressentir être en contact avec la terre introduit naturellement en vous la notion que le corps est vivant et que vous êtes la vie qui vit dans ou à travers le corps. C'est pourquoi il y a certains mouvements spirituels qui estiment que l'amélioration de notre condition de vie dépend du contact que nous avons avec la terre. Et il n'est pas rare de voir, par exemple, le maître ou le guide emballer les étudiants dans des travaux de contact avec la terre. Il y a des techniques où on peut vous enduire de l'argile, par exemple. Tout ça là, c'est bon. Ou par exemple, on peut vous faire travailler au sein, c'est-à-dire dans l'argile, ou bien aller travailler dans le champ et mettre la main dans, disons, la boue, ou bien creuser, mettre des plans pour pouvoir faire ci ou ça. Ces choses que nous faisions pendant qu'on était enfant, pendant qu'on était au village, et qu'on fustigeait parce qu'on voulait être accourus, étaient justement des choses qui nous permettaient de nous maintenir en contact avec la terre. Rappelez-vous, lorsque votre vitalité, votre énergie de contact avec la terre se vide au fur et à mesure de votre existence, c'est ça qui est à l'origine donc de la détérioration de notre état sanitaire. Sinon, lorsque c'est toujours maintenu, la terre vous fournira toujours de quoi continuer à alimenter le corps. Donc, la technique consiste tout simplement, pendant que vous êtes assis, d'imaginer que vous êtes un arbre dont les racines s'enfoncent encore et encore dans la terre et que, à quel niveau que ce soit où les racines se retrouvent, ces racines ont un contact avec le noyau de la terre dans lequel se retrouve votre énergie d'incarnation à perfection. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au départ, que à perfection, votre énergie d'incarnation se retrouve être incrustée dans la terre. Et qu'on dit généralement que cela se retrouve dans le noyau de la terre. Le noyau de la terre étant considéré comme étant le début de la formation de la terre et en même temps potentiellement contient tout ce qui était censé vivre
en contact avec la terre. Donc, par le fait que je suis là et que je sais que dans mon corps se trouve un mouvement énergétique qui me permet d'être en contact avec la terre et que à travers la plante de mes pieds, mes racines sont profondément enfouies dans le sol et que plus je vais aller plus loin, mieux je dois m'enfoncer dans la terre. Donc, en fait, on pourrait même dire que le rôle de l'arbre, ce n'est pas de chercher à s'élever. Le rôle de l'arbre, c'est de chercher à s'enfoncer encore et encore dans la terre. Parce que plus il s'enfonce dans la terre, plus il se donne déjà la capacité de se lever au plus loin. Donc, la hauteur à laquelle je veux me lever en état de conscience, le niveau de floraison que je veux avoir, je parle donc de floraison en termes d'épanouissement et de mieux-être que je veux avoir, dépend de comment je me suis incrusté dans la terre. Il reste un second principe que nous allons partager avec vous pour vivre pleinement sur la terre, parce que lorsque vous reconnaissez votre contact avec la terre et que vous vous enfoncez à travers votre énergie profondément dans la terre, qu'est-ce qui vous permet de vous élever? C'est vrai que ça vient du fait. Mais étant entendu que nous avons dit que vous avez ajouté, c'est-à-dire que l'univers a ajouté à l'homme la conscience ou l'intelligence d'être, il va falloir que nous prenions également conscience de ce second aspect que nous allons développer dans une autre capsule pour ne pas être long dans celle-ci. Et je vous remercie d'être avec nous. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pourriez nous contacter pour que nous puissions vous aider à vous enfoncer profondément dans la terre afin de vous élever au plus loin que possible et d'avoir le niveau de floraison et de production de fruits que vous auriez souhaité. Mais vous devez avoir en arrière-plan un autre concept ou une autre idée. L'arbre ne produit pas des fruits pour lui-même. Est-ce que vous avez vu le manguier manger ses mangues? Donc, si vous voulez fleurir et produire des fruits en abondance, vous devez comprendre que ces fruits ne sont pas destinés à vous. Ce sera donc la seconde capsule dans laquelle nous allons parler de comment vivre pleinement son incarnation. Je vous remercie d'avoir été là. Que les bénédictions soient.